The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego. Hello everybody, this is Candice from the Pearls of Candice Fuego Show. Donc on va poursuivre cette entrevue en français afin qu'on puisse rejoindre plus de personnes qui sont unilingues. Donc c'est un sujet, comme vous pouvez voir, j'ai un spécial invité. Un invité spécial pour pas qu'on dise que je sais pas parler correctement. You're always there to correct me, whatever. So, je suis un peu franglais. But, you know me, I'm straight up, no filter. So, je vais y aller ici avec Grégory Excellent, qui est comptable, qui fait partie du groupe 3737, qui a ses épisodes capitalisés aussi. J'avais fait une entrevue sur lui sur l'aspect COVID pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, ça va être un volet plus éducation parents-enfants sur l'aspect de l'économie et les finances, les do's and don'ts, les choses à faire, les choses à ne pas faire ou de ne plus faire. Donc, sans oublier que c'est un homme marié et c'est un père qui a des enfants. Donc, c'est une personne que je trouve qui a un calibre qui va pouvoir répondre à plusieurs questions que j'ai pu analyser dans plusieurs groupes et que je trouve qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui a 80 ans pour nous expliquer la science de l'économie. Mais on a une personne qui est quand même, moi, je trouve qu'il est encore jeune, qui va pouvoir nous éclaircir. Donc, je vais te laisser t'introduire. Donc, bonjour Candice, salutations à tous les auditeurs. Mon nom est Grégory Excellent. J'ai une formation de comptable, diplômé des HEC, et je suis en affaires depuis 2013 et je suis aussi consultant pour la Fondation canadienne de l'éducation économique. On parle de littératie financière au niveau des jeunes, des moins jeunes. On essaie d'amener des programmes dans les écoles justement pour permettre aux enseignants de se familiariser avec notre contenu et aussi de le divulguer aux jeunes parce que une chose est sûre, tous les gens qui vieillissent, qui passent 18 ans, vont avoir à gérer des finances et pourtant, il y a très peu d'éducation qui se fait à ce niveau-là. Au niveau du secondaire, en secondaire 5, ils commencent à en parler, mais arrivé au cégep, on reçoit une carte de crédit, on ne sait pas nécessairement comment elle fonctionne. Et donc, les jeunes doivent être mieux outillés, mieux éduqués au niveau de la gestion financière, la littératie financière en général, puis même les parents aussi. Les parents ont souvent des notions, des conceptions de l'argent qui sont erronées et qui les empêchent justement de maximiser leur potentiel au niveau économique. Donc, on essaie de faire ça justement, sensibiliser les jeunes parce que justement, si les jeunes commencent tôt, ils vont pouvoir arriver rapidement et plus rapidement à leurs objectifs plutôt que nous qui avons appris sur le tas, comme on dit. Donc, merci d'avoir cette introduction de ma question, ma première question que je pense qui va aider plusieurs personnes. Est-ce que réussir dans la vie, ça veut dire d'être économique ou plutôt d'avoir une certaine connaissance de responsabilité?
Parce que Ouais, vas-y. un peut être avec l'autre ou un peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, sommes-nous responsables de nos économies Oui, en tant définitivement. qu'enfants et en tant que parents? Définitivement, définitivement. Et, tu sais, au niveau du bonheur, puis de la réussite, puis de comment qu'on se sent, il y a plusieurs conceptions. Mais une conception qui revient, c'est que si tu n'es pas à l'aise financièrement, tu vas avoir du stress financier. Et le stress financier, c'est mauvais pour nous tous. OK? Donc, à ce moment-là, même si qu'on gagne des gros montants ou qu'on gagne des moins gros salaires, l'important, c'est qu'il en reste dans nos poches pour qu'on puisse faire face à, justement, à toutes les situations et en même temps les imprévus. Et donc, on doit, chaque individu est un organisme économique aussi et on se doit de mieux apprendre comment gérer nos finances parce que quand ça va pas bien financièrement, ça va pas bien, point. Et donc, on ne veut pas tomber dans certaines situations qu'on peut éviter en tant que telles. Et ça fait partie de la liberté, le bonheur, et ci et ça. Ben, la notion de liberté financière ou de pouvoir faire des choix au niveau financier fait partie de l'équilibre humain en tant que tel. Donc, oui, définitivement, on ne peut pas ignorer cet aspect-là. Donc, si on va au niveau des parents qui élèvent leurs enfants, on va aller en tant que qu'est-ce qui est global, qui est reconnu dans la communauté, tout dépendant des. Je ne vais même pas confondre les classes sociales parce que tu sois dans la classe défavorisée, moyenne ou d'une classe riche ou supérieure. Pour moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est culturel derrière ça. Ouais. Est-ce normal qu'un parent, lorsque l'enfant arrive à un âge, qui commence à travailler ou quoi que ce soit, que c'est un devoir pour l'enfant de toujours donner de l'argent à ce parent-là, comme s'il doit de l'argent à ses parents, qui ne sont pas des créanciers, qui ne sont pas une carte de crédit, qui sont rien du tout, right? Il y en a qui déclarent cela une habitude financière, donc pour les habituer à la réalité d'aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui appellent ça de l'abus financier. Ouais. Sur une forme Oui. émotionnelle. Oui, mais écoute, pour moi, c'est relativement personnel ce que je vais dire. Fait que si jamais j'offense des gens, euh, dites-le moi, puis je vais préciser ce que je veux dire. Moi, je suis pas de l'ordre de penser que c'est une obligation des jeunes de contribuer au succès financier de leurs parents ou de maintenir leurs parents. OK? Le jeune n'a pas demandé à naître. Il n'y a pas eu de choix au niveau de la décision des parents d'être dans la situation qu'ils sont. Évidemment, on s'attend évidemment à ce que le jeune volontairement, donc c'est au niveau volontaire que je suis, au niveau volontaire, on s'attend à ce que, comme si les parents ont des difficultés financières et le jeune peut aider, je crois que le jeune devrait contribuer, mais ce que je ne crois pas, c'est que ce n'est pas la responsabilité du jeune. Parce que le problème, ben pas le problème, mais la réalité du jeune, c'est que lui aussi va faire sa vie. Et il ne peut pas hypothéquer sa vie tout jeune pour justement des parents qui, eux, ont pris leurs décisions dans le passé. On ne peut pas demander à un jeune d'hypothéquer sa vie pour le succès du parent et la responsabilité du parent, comment dirais-je, le jeune ne le doit pas ça. Mettre un enfant au monde, c'est un acte qui est merveilleux en soi. Juste d'avoir la présence de l'enfant, du jeune, ça devrait être assez satisfaisant. Comme si, tu sais, il y a un proverbe dans la communauté qui dit bourri fait petit poudre opposé. On le dit, on l'abuse et tout ça, mais quand on y pense, c'est pas une bonne chose. Okay? Le jeune doit dépasser le parent et non pas le contraire. Donc, si le jeune ne dépasse pas le parent, il y a un appauvrissement et on ne veut pas que le jeune s'appauvrisse, on veut que le jeune aille au-delà des parents. Donc, si le jeune doit aller au-delà des parents, ben, il faut qu'il ait des capacités de le faire. Et donc, il ne peut pas avoir des responsabilités financières énormes à un jeune âge qui l'empêchent de s'émanciper. Mais là, tu vois, ça c'est moi. Il y a des gens qui vont dire comme ça que, oh non, le parent a fait, donc le jeune lui doit, puis tout ça. Moi, je ne suis pas de cette école de pensée-là. Et financièrement, mathématiquement, c'est pas vrai. Si on veut que le jeune, pardon, si on veut que le jeune s'accomplisse, ben, on ne peut pas lui mettre un fardeau financier dès qu'il est dans son jeune âge parce que ça va ralentir son développement. Bon,
Tu vois, tu apportes l'aspect du développement. Un enfant qui a aucune connaissance que c'est quoi les finances, qui a aucune connaissance c'est quoi l'économie, qui a aucune connaissance c'est quoi le crédit. Parce que parfois, c'est des parents qui ont plus ou moins connu c'est quoi et qui ont plus ou moins eu un niveau académique. Donc, ils ont appris à s'adapter, à être fonctionnels, avoir un emploi, payer leur loyer, acheter une voiture, vraiment vivre le plus modique possible. L'enfant observe ses parents-là parce que c'est leur premier modèle. Pour eux, c'est comme ça qu'il faut qu'ils vivent, right? Ouais. Mm-hmm. Moi, je sais de quoi que je parle parce que j'ai pu observer plusieurs choses en ayant pris le pouls de certaines personnes de différentes générations. Et toi-même aussi, en tant qu'enseignant, là, je te tutoie, mais on se connaît. Ouais, vas-y, non, on se connaît. Toi aussi, dans le niveau que tu as en tant que titre, en tant que père de famille, en tant qu'homme marié, c'est sûr que la balance est différente parce que moi, j'ai pas d'enfant. Mais ça reste quand même, je suis une personne qui est logique, je fais mes recherches, j'écoute, j'analyse, puis j'apporte mon opinion personnelle et critique, et puis je développe. Puis c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir comme invité parce que j'ai dit, écoute, un enfant qui ne développe pas avec des modèles qui sont stables ou fiables, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, je ne l'ai pas trop rentré là-dessus, c'est parce qu'il y a des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, sont arrivés à un niveau dans leur vie qui ont dû faire un choix que je ne juge pas égoïste, mais de se dissocier de leur famille parce que c'était trop toxique de la façon qu'ils leur mettaient des responsabilités sur les épaules, comme il vient d'avoir 18 ans ou 25 ans, il vient d'être diplômé, il vient d'avoir son DEC, il est complété, il va à l'université, on lui demande déjà d'aller s'acquérir un duplex ou une maison sans vraiment expliquer le pourquoi derrière. Puis là, l'enfant trouve ça lourd. Il y a une différence quand tu sais pourquoi tu le fais versus quand tu imposes de faire quelque chose sans le dire. Est-ce qu'on peut s'entendre que parfois, il y a des parents qui manquent cette transparence-là d'informer le pourquoi que leur enfant devrait faire certaines choses? Oh, définitivement. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et donc, si on veut ne pas perpétuer un cycle qui est négatif, ben à ce moment-là, il faut que le parent aille prendre justement des ressources pour pouvoir s'améliorer ou que on offre des ressources aux jeunes pour que lui faire comprendre que la situation dans laquelle il vit n'est pas la normalité. C'est pas supposé d'être comme ça. OK? Et donc, les choix qu'il va faire, ce jeune-là ou cette jeune-là, doivent être informés. Et s'il décide, par exemple, d'investir dans un duplex parce qu'il veut que sa famille puisse vivre avec lui, puis sa famille vit en appartement depuis des générations, par exemple, ben à ce moment-là, il va le faire de manière informée. Il va comprendre que le duplex va lui amener des revenus passifs. Il va comprendre que le duplex peut s'apprécier au niveau valeur foncière. Et il va comprendre le concept de l'équité aussi. Et à ce moment-là, il va pouvoir s'enrichir tout en ayant justement des gens qui sont sur son compte. Parce qu'il sait comment le système fonctionne. Mais, comme je te dis, on ne peut pas remettre. Et en même temps aussi, Candice, maintenant, là, les jeunes, on ne peut plus, ou on peut beaucoup moins le dire, que c'est la responsabilité du parent de tout faire pour nous. Dans le sens que, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, là, il fallait que tu quittes ton foyer, tu ailles dans une bibliothèque, tu fasses une recherche de livres pour pouvoir avoir accès à certains livres qui te permettraient de t'informer. Maintenant, si ton parent n'a pas une compétence en tant que telle, ben il y a Google qui est très facile à utiliser et que mes filles qui ont 9 et 12 ans, pas vrai, 11 et 8 ans, utilisent. Ben donc, ils peuvent s'informer déjà maintenant à ce niveau-là en tant que tel. Donc, c'est moins une excuse sur le parent, on a une responsabilité de s'informer. On n'est pas supposé ignorer justement ce qui nous entoure, ignorer, puis de dire comme ça, ben je ne le savais pas. Oui, il y a certaines choses que tu ne sais pas. Oui, il y a des choses qu'on doit t'amener en tant que tel. Mais ce qu'on doit développer chez nos jeunes, c'est cette curiosité-là de eux-mêmes vouloir apprendre certaines choses. Parce que sinon, le parent, malheureusement, il n'est pas parfait. S'il y a eu un jeu de cartes limité quand il a commencé à grandir, ben, il faut qu'on puisse aider à ce que ce cycle-là ne se perpétue pas.
Et pour ça, il faut justement qu'il y ait des ressources qui viennent aider ces jeunes-là pour justement compenser l'effet négatif, malheureusement, qu'ils ont eu de leurs parents. Mais ce jeune-là a aussi la possibilité de s'informer aussi. Donc, à ce moment-là, non, moi, je suis de l'idée que le jeune est assez brillant pour comprendre. Le jeune est assez brillant pour avoir certaines conversations avec ses parents. Et donc, on doit faire confiance au jeune finalement, puis l'éduquer, l'informer pour qu'il puisse continuer à progresser. OK. Donc, c'est pour ça que j'amène ce point-là parce que tu l'as bien dit, le parent a le devoir de pouvoir outiller ou acheminer son enfant vers qu'est-ce qui serait une meilleure structure ou qu'est-ce qu'il n'a pas pu se donner à lui-même. Ouais. Donc, quand moi j'ai pris le temps d'analyser certaines communautés grecques, portugaises, libanaises, africaines aussi, souvent leurs parents ils vont leur dire, regarde, va prendre tel cours, rends-toi à tel niveau, mais en même temps, et certaines petits piliers, comme des petits piliers ici par là. Ouais. Comme exemple, les Indiens, je les observe très bien. Leurs parents peuvent avoir un restaurant qui est là depuis qu'ils sont rentrés, ça peut être 50 ans, 60 ans, ça. Mais leur enfant, eux, est allé chercher des capacités académiques afin de développer davantage l'entreprise de leur famille. Ils sont allés chercher des buildings, ils sont allés comme je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme si eux, ils ont compris, surtout les Asiatiques, eux, ils ont compris, soyons 12 dans un 4,5, mais on va acheter un bloc. Oui. Tu comprends? Bâtissons sur la fondation. Oui. Exact. Tandis que d'autres communautés, c'est plus individualiste. Donc, moi, je suis mon petit noyau, ça reste moi, mes enfants, ça s'arrête là, mais ils pensent pas à les petits-enfants. C'est qu'est-ce que j'ai remarqué, certaines célébrités essayent de passer comme petit message, de dire, pensez pas juste à vous, votre génération et la génération de vos enfants, pensez pour les générations à venir. C'est-à-dire, vos enfants vont travailler dans vos richesses et non pas travailler pour essayer d'avoir une richesse. Oui. Puis, mais tu vois, c'est une compréhension qu'il faut acquérir. Et cette compréhension-là, elle prend un certain temps. Je vais donner un exemple. Un de mes associés, il avait un patron. Et son patron lui dit, il veut faire un investissement. Et là, mon associé me dit, mais, il dit à son patron, mais dans quoi tu veux investir? Puis le patron, il dit comme ça, je vais acheter une source d'eau. Puis là, il dit, une source d'eau? Il dit, mais pourquoi tu veux investir là-dedans? Puis là, il dit, écoute, moi, j'ai travaillé fort, mes enfants sont corrects, mes petits-enfants vont probablement être corrects aussi, mais dans le futur, je ne sais pas. Donc, je vais faire un investissement maintenant qui va pouvoir assurer la progression de plusieurs générations dans le futur parce que éventuellement, il va manquer d'eau douce. Là, j'ai dit, wow, c'est-à-dire que le gars, il voit pour plusieurs générations en avant, mais pourquoi le gars est capable de faire ça? C'est que actuellement, pardon, actuellement, ça va très bien pour lui. OK? Et il a réussi et il est capable de se projeter dans le futur, même quand il ne sera plus là, son nom et sa génération vont continuer à progresser et il veut justement planifier pour eux, des gens qui n'existent pas encore, là, qui ne sont même pas une pensée encore. Mais pour ça, il faut que tu aies une conception de la vie, une conception de l'éducation, une conception de la structure familiale, une conception de l'argent que tu dois apprendre. Et les gens, malheureusement, qui n'ont pas eu beaucoup d'argent, n'ont pas développé cette conception-là. Donc, ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'argent au départ, ils vont tenter d'en acquérir le plus possible. Et le plus possible très rapidement. Et avoir le moins de contraintes possible parce que les contraintes vont leur enlever justement l'argent qu'ils ont acquéri à la sueur de leur front. C'est qu'on va voir comme une première génération qui va être peut-être plus individualiste. Puis elle va être progrès, jusqu'à temps qu'elle arrive à un certain âge, puis être comme ça, ouf, il n'y a pas juste ça, puis qu'elle décide de redonner. Mais c'est normal comme cycle en tant que tel. Et il y a d'autres gens qui, comme ça, eux, ils vont faire le contraire. Ils vont être plus collectifs en tant que tel. Mais un des problèmes qu'on a, nous, dans notre communauté, quand on parle de communauté, c'est quand on travaille collectivement ou quand on travaille pour la communauté, les gens ont l'impression que la personne qui travaille pour la communauté ne devrait pas s'enrichir. Ne devrait pas avoir du succès en tant que tel. Ben, écoute, si cette personne-là ne doit pas avoir de succès,
ben à ce moment-là, ça va faire que les gens vont devenir de plus en plus individualistes parce qu'ils vont se dire comme ça, ouais, mais un tel se sacrifie pour, tu sais, la communauté, il se sacrifie pour ci, pour ça, mais il ne progresse pas financièrement. Et donc, un tel ne doit plus être un exemple. Et donc, il faut qu'on ait aussi des succès collectifs. Et ça commence à ces succès collectifs-là, ça commence à la maison. Ça commence à ce qu'on puisse dire comme ça, OK, bon, on va regrouper nos ressources. On connaît comment les finances fonctionnent. On va regrouper nos ressources, étant jeunes, pour pouvoir bâtir quelque chose. Et ensuite, on va continuer à bâtir là-dessus. Souvent, le problème, c'est que quand on parlait d'emploi ou d'entreprise d'une première génération, mais la deuxième génération, elle ne se sent pas impliquée. Elle ne se sent pas responsable. Moi, je me souviens, comme tu sais, j'ai grandi à Chemédé, puis à Chemédé, il y avait beaucoup de gens de la communauté grecque. Et ce qu'ils faisaient, c'est que le restaurant du père, c'est le restaurant de la famille. C'est pas le restaurant du père. Tout le monde travaille dans le restaurant. OK? Donc, si un des enfants ne veut pas reprendre la business après, il y en a quand même un autre, s'il y a plusieurs enfants, qui, lui, depuis le départ, il travaille dans la business familiale. Puis lui, il n'a pas un intérêt de devenir comme, je ne sais pas, moi, ingénieur, architecte, comptable, avocat. Lui, là, il veut faire de la business. Fait qu'il veut développer la business familiale. Et ça, c'est une façon, justement, je pense, moi, de sensibiliser le jeune pour qu'il s'implique dans ce que le parent fait, pour que la business, après la première génération, elle puisse rester dans la famille en tant que telle. Et ça, je trouve qu'on fait peut-être pas assez ça dans notre communauté. Ou si on le fait pas d'une manière, c'est comme que tu envoies l'enfant à l'école, mais tu n'envoies pas l'enfant à l'école pour qu'il aille apprendre des métiers généralistes, là. Tu as déjà une business. Envoie l'enfant à l'école, même pour qu'il aille faire un MBA ou un CPA ou même pas un bac en administration pour que les compétences que tu n'avais pas quand tu as parti de la business, ben lui, il puisse amener ces compétences-là dans la business puis il puisse amener la business à un autre niveau. Tu sais, il n'y a pas besoin, lui, d'être avocat nécessairement, ou il n'y a pas besoin d'être médecin ou quelque chose qui n'a pas rapport complètement avec la business. Est-ce qu'on peut continuer à bâtir sur la fondation? Ça aussi, c'est possible. Tu vois, tu apportes le point que je vais amener, qui est que qu'est-ce que j'ai remarqué depuis la pandémie. Plutôt, qu'est-ce que j'ai remarqué cette année, beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, en bas de 25 ans, en majorité, ils sont mis ensemble puis ils ont ouvert des commerces. OK? Puis c'est au domaine de la restauration plus que du commerce de détail parce qu'ils ont constaté le commerce de détail, c'est plus achat en ligne qu'aller en magasin avec tout ce qu'on a pu voir. Mm-hmm. Donc, c'est plus ou moins lucratif. Mais au niveau de besoins primaires, de se nourrir, ben, on ne va pas se cacher. Qu'on le veuille ou pas, avec les positions du couvre-feu à 8 heures, tu as tendance à comme être un peu restreint de comme, gars, tu ne peux pas sortir dehors. Mm-hmm. Mais les gens ont comme des envies de manger encore plus, qui est avantage Uber Eats, DoorDash, et puis Skip the Dishes. Mm-hmm. Fait que là, ils ont dit, écoute, le marché prospère, là, pour les 2-3 prochaines années, c'est la restauration. Fait que là, quand j'ai vu qu'ils se sont mis tout ensemble, c'est comme, on va pas se cacher, en ayant vu ça, ça m'a porté à réfléchir. Je dis, mais quand est-ce que on va... Je veux pas dire que j'ai perdu espoir dans la communauté, parce que je sais qu'il y a un pourcentage qui se développe, OK? À part aussi. Donc, ils ne se basent pas sur qu'est-ce que les autres générations ont fait, qu'est-ce que tout le monde n'arrête pas de répéter. Eux sont focus sur le projet long terme de 15-25 ans. On va bâtir ci, ça, et puis on ne va pas trop dire, on ne va pas trop faire. Aussi, il y a des choses que je constate de plus en plus. Beaucoup d'investisseurs haïtiens se mettent en arrière, mais en arrière-plan, ils mettent une autre personne d'une communauté en avant. Parce que, corrige-moi si j'ai tort, tu donnes la formation en entrepreneuriat, OK? Oui. On ne va pas se cacher, c'est un peu tough de vraiment s'enrichir dans la communauté. Tu as fait mention comme si c'est impossible pour un noir de s'enrichir de ses talents, d'être riche. Puis que il y a même quelqu'un qui avait fait mention cette semaine, Tony Mix, il a fait une vidéo la semaine passée disant que il faut arrêter les Haïtiens de mettre toute la charge sur les gens qui réussissent comme si on vous doit quelque chose en retour.
Moi, j'ai un talent, je vis de mon talent, je vous fais plaisir, Oui. vous m'enrichissez de cela, ça s'arrête là. Je suis pas obligée d'aller bâtir 3 écoles, je suis pas obligée d'occuper 20 familles en Haïti. C'est comme, j'ai une vie, moi aussi, j'ai des projets. Something about you is different. Some kind of energy's missing. Feel the temperature rising. That look in your eyes paralyzing. Forever, you'll never leave in my veins. Heart is racing here now. Never wanna wait out. I want you right up to the end. You know what I'm feeling, even if it doesn't make sense. You don't have to guess. No, you're a mind reader. The Pearls of Candice Fuego.